Barbra Streisand. Barbra Streisand. Bienvenue sur la chaîne Aviateur. Vous l'avez compris, cette vidéo va parler de la vrille, une situation vraiment redoutée par la plupart des pilotes. Et c'est à juste titre, car il est vrai qu'elle est la cause de nouveaux accidents mortels chaque année. On va essayer de démystifier cette question en partant en vol, étudier cette configuration à partir de brin de laine et d'une GoPro disposée sur l'aile d'un planeur de voltige. Au programme de cette vidéo, on verra quelques rappels rapides sur le décrochage, puis la manœuvre de mise en vrille. Ensuite, on étudiera la trajectoire de vrille que nous démontrerons à l'aide de nos brins de laine. On fera après quelques calculs d'incidence et de vitesse, et on terminera avec les points clés de la sortie de vrille. Allez, c'est parti! Il y a énormément de choses à détailler sur la vrille. Avec ce tuto, on vous propose d'approfondir le sujet, bien qu'on ne traitera pas tous les cas de figure. On restera notamment très général sur les manœuvres de sortie, car on ne le répétera jamais assez, c'est le manuel de vol de la machine qui fait foi. La vrille est une manœuvre qui va très vite, et on n'a pas le temps de voir tout ce qui se passe au premier coup d'œil. Alors on va prendre le temps de décomposer les étapes de la manœuvre pour expliquer en détail. Commençons par analyser comment on se retrouve dans cette configuration. Sur le plan aérodynamique, le point essentiel à comprendre se situe au niveau de l'angle d'incidence des ailes. C'est quand l'angle d'incidence entre le vent relatif de l'aile et la corde de profil dépasse 15 degrés que l'écoulement de l'air sur l'extrado devient extrêmement tourbillonnant. Le décrochage des filets d'air fait s'écrouler la portance de l'aile. Cette dernière tombe littéralement. On peut reproduire en vol cette expérience assez simplement en mettant des brins de laine à différents endroits de l'extrado. La GoPro nous montre l'apparition progressive des turbulences. Et comme le prévoient les tests en soufflerie, on constate que les filets d'air se décollent d'abord du côté du bord de fuite de l'aile, puis de celui du bord d'attaque avec l'augmentation de l'incidence. On voit également que le décrochage commence d'abord par l'emplanture et se propage ensuite à la partie extérieure de l'aile. Ce phénomène est prévu par les constructeurs qui intègrent un léger vrillage de l'aile. L'incidence au bout de l'aile est légèrement plus faible. Parmi d'autres effets, cette conception permet de conserver la défense aux ailerons le plus longtemps possible aux grands angles d'incidence. Et quand l'incidence de décrochage est largement dépassée, les filets d'air deviennent alors carrément tourbillonnants. En récupérant une incidence normale, les filets d'air raccrochent immédiatement et l'aile retrouve son écoulement laminaire. Le raccrochage est vraiment instantané au retour sous les 15 degrés d'incidence. Ceci confirme bien que le décrochage est exclusivement lié à l'incidence du profil. C'est pour cela qu'on peut déclencher des vrilles avec de la vitesse ou de la puissance moteur. C'est la base des figures de voltige déclenchées. Le lancement d'une vrille nécessite d'être déjà très proche du décrochage avec une incidence forte. Pour réussir à provoquer une vrille, il faut que le décrochage se produise préférentiellement sur l'une des deux ailes. C'est la dissymétrie qui permet de transformer le décrochage en vrille. Le déclencheur est l'application d'un mouvement de lacet au moment du décrochage. Allez, on revient dans le cockpit du DG500 où l'on va constater la séquence à respecter pour réussir la manœuvre. La manœuvre commence par une action progressive du manche vers l'arrière pour adopter une assiette cabrée. Il faut vraiment prendre son temps pour ralentir. Inutile d'essayer des actions brutales, cela ne marche pas. On agit ensuite sur le palonnier amplement du côté choisi pour la vrille. Cette action ne doit pas être violente, mais au contraire régulière et brève en même temps. Elle vise à produire une rotation ample autour de l'axe de lacet.
Au moment du décrochage, on tire le manche jusqu'à la butée pour le verrouiller et imposer à la machine une incidence maximale. Sans cette action, l'aile raccrochera spontanément et la vrille sera ratée. Puis on maintient manche et palonnier à fond tant qu'on souhaite entretenir la vrille. On verra ensuite le comportement de la machine durant la vrille, mais pour l'instant, essayons d'expliquer ce décrochage dissymétrique. Pour déclencher la vrille, on part sur la base d'un aéronef préparé avec un angle d'incidence déjà proche du décrochage. La rotation autour de l'axe de lacet crée une différence de vitesse significative entre les deux ailes. Cette différence de vitesse instantanée diminue l'incidence de l'aile droite et augmente celle de l'aile gauche. Les deux ailes étaient à la limite du décrochage, donc la gauche décroche, pendant que la droite, au contraire, améliore son angle d'incidence et tente à raccrocher. Une fois que l'aile intérieure à la vrille a décroché, elle tombe rapidement sous son poids, pendant que la partie extérieure de l'aile droite essaie de trouver une trajectoire de contournement. Elle n'a pas d'autre solution que de faire un grand tour par-dessus l'aile qui tombe et la trajectoire s'apparente à un renversement. L'appareil se retrouve donc à la verticale en un instant, le nez planté dans le sol. C'est de là que vient cette impressionnante sensation de voir la carte se dessiner à nos pieds en début de vrille. Si le pilote lâche les commandes à ce point de passage, il y a des chances que l'ensemble de la voilure retrouve les petits angles d'incidence. Cette phase de renversement est fréquemment mortelle quand le départ se produit à faible hauteur, car l'appareil percute le sol à la verticale. À l'issue de ce basculement, on a donc expérimenté un départ en vrille, mais pas encore une véritable vrille. À ce moment précis, le fuselage se retrouve à la verticale. Mais si on garde bien les commandes braquées, manche à fond en arrière, palonnier à fond d'un côté, on constate que la position de l'appareil en tangage change à nouveau. Le nez se relève et vient chercher une assiette avoisinant les 45 degrés. Mais qu'en est-il de l'incidence dans cette situation ? Eh bien l'appareil descend quasi verticalement, donc on en déduit que l'incidence moyenne de l'aile est de l'ordre de 45 degrés elle aussi. C'est donc un angle d'incidence très fort et l'écoulement de l'air devient très tourbillonnant. On verra après que ce n'est qu'une incidence moyenne, car certaines parties de l'aile sont soumises à une incidence encore plus étrange. Passé ce stade, on aborde la vrille installée. On peut faire quelques constats simples quand on installe la vrille, c'est-à-dire qu'on lui permet de durer plusieurs tours dans une stabilité apparente. Tout d'abord, on observe une accélération progressive de la vitesse de rotation qui après plusieurs tours se stabilise. C'est un phénomène pouvant désorienter le pilote car le paysage défile très rapidement. Il est possible de ne plus savoir déterminer le sens de rotation quand on est dans le cas d'une vrille involontaire. Dans la description de la trajectoire de vrille, on parle souvent de mouvement de l'appareil autour des 3 axes de rotation. Ce n'est pas facile à observer, mais par exemple sur cette vue calée sur l'horizon, on constate bien les oscillations en tangage très nettes sur la vrille du DG500. C'est moins visible, mais il y a également des variations en roulis. On peut aussi observer des changements de vitesse de rotation sur certaines machines en fonction de l'action en gauchissement ou du régime moteur. C'est le phénomène d'aplatissement de la vrille qu'on ne détaillera pas ici. Il nous reste à comprendre la trajectoire suivie par la machine lors de la vrille installée. On nous montre souvent des vues de simulateurs qui ne permettent pas de comprendre ce qu'est réellement la trajectoire d'un appareil en vrille. Ici, on a l'impression que l'appareil vrille autour de son centre de gravité, or ce n'est pas le cas. En observant un appareil installé en vrille volontaire, on constate un mouvement très différent. La trajectoire s'apparente à celle des graines de Saint-Marc quand elles tombent des arbres. Pour un avion en vrille, comme pour ces graines, c'est vraiment l'aile décrochée qui joue le rôle du point mort et l'autre aile qui fait le tour frénétiquement. Il semblerait que l'appareil est bien installé sur une trajectoire hélicoïdale, mais qu'en plus, il est positionné en attaque oblique, c'est-à-dire que le fuselage reste tourné par rapport à la trajectoire. Un autre indice est apporté par le brin de laine sur le nez du planeur que les vélivoles utilisent au même titre que la bille et qui en vrille est bien plus juste. Il nous indique un fort dérapage venant de l'extérieur de la vrille. On note aussi que les machines qui percutent le sol en vrille sont souvent retrouvées l'aile intérieure à la trajectoire rabattue vers l'avant, indiquant que l'aile a touché le sol en reculant. On relève également
Un fait étonnant sur certains appareils ayant de grandes surfaces de gouverne, ici un DR400. On précise en passant que c'est une expérience à ne pas reproduire sur cette machine. L'aileron intérieur à la vrille se soulève spontanément, attirant le manche à l'intérieur de la rotation. Afin d'expliquer ces observations, on repart avec nos brins de laine déposés tout au long de l'aile du DG500 pour observer leur comportement durant la vrille installée. Avec ces données, nous déduirons un modèle de trajectoire en vrille et quelques ordres de grandeur, de vitesse et d'incidence. On propose de représenter le mouvement de la machine par cette simulation à vue de dessus. Ce mouvement colle bien avec l'effet observé. L'appareil tourne autour d'un point au centre des filets d'air qui évoluent en cercle autour de la voilure. Le centre de rotation est situé en avant de l'aile intérieure à la vrille. La vrille de ce Cessna est effectivement conforme à ce modèle. Essayons donc de positionner nos brins de l'aile sur ce schéma. Le plus facile à relever, celui qui est d'origine sur la verrière, nous donne un dérapage d'environ 45 degrés. Cela correspond bien sur notre schéma à la tangente au premier cercle intérieur qui nous donne le vecteur vitesse des filets d'air à cet endroit. Notre premier constat sur cette vrille à gauche est que l'aile droite est en grande partie décrochée elle aussi, et cela se propage bien au-delà de la moitié de sa longueur. Seuls les brins de laine du bout de l'aile semblent indiquer un écoulement laminaire. Plaçons maintenant le vecteur des brins de l'aile sur l'aile extérieure. On voit ici que les brins de laine du bout d'aile ont un vecteur correspondant à un angle d'attaque encore à peu près classique. Mais dès qu'on se rapproche de l'emplanture, la rotation des filets d'air est plus forte et correspond à une zone décrochée. On se déplace maintenant vers le milieu de l'aile gauche, celle à l'intérieur de la rotation. On constate que les brins de laine oscillent autour d'une parallèle à l'axe longitudinal de l'aile. On porte ce vecteur sur notre schéma, qui concorde avec les constats en vol. Enfin, au bout de l'aile intérieure, les filets d'air vont carrément de l'arrière vers l'avant de l'aile. Les vecteurs vitesse, une fois placés sur le schéma, correspondent toujours à notre modèle. Si on fait le bilan des surfaces décrochées, on se rend compte que les 2/3, voire les 3/4 des brins de laine tourbillonnent. Seul le bout de l'aile droit a encore un écoulement laminaire. L'aile gauche et une bonne partie de l'aile droite sont donc inertes et ne produisent presque exclusivement que de la traînée. Faisons après quelques calculs simples qui vont compléter notre enquête. On s'intéresse d'abord à l'extrémité de l'aile droite qui est encore en régime laminaire. Connaissant l'envergure de cette machine, on peut retrouver la vitesse du bout d'aile droit, encore capable de voler. Le rayon de virage du bout d'aile est approximativement de 12 mètres, soit 2/3 de l'envergure, ce qui nous donne une valeur de 75 mètres pour le périmètre du cercle correspondant. On observe sur ce planeur une durée de tour d'environ 3 secondes, cela nous donne donc une vitesse au bout d'aile de 25 mètres par seconde, soit 90 km/h. C'est la partie de la machine qui tourne le plus vite, donc ceci s'oppose à une croyance forte des pilotes. En vrille, la vitesse n'est pas forte. Et c'est une grosse différence avec le virage engagé. L'indication anémométrique n'est pas très fiable à cause de l'attaque oblique de l'air sur les prises d'air. Mais le bruit donne une bonne idée de la vitesse. Il est faible durant la vrille stabilisée et réaugmente fortement dès que les filets d'air raccrochent. Par le même calcul, on trouve une vitesse de 60 km/h pour l'aile gauche. Mais ici, la vitesse doit être considérée comme négative, puisque clairement le bout d'aile recule et fonctionne à l'inverse du sens normal de son profil. À partir de ces données, essayons à présent d'évaluer l'incidence aux deux bouts d'aile. On a dit que lorsque la vrille s'installe, l'incidence moyenne de la voilure était de l'ordre de 45 degrés. On déduit cela de l'assiette de la machine d'une part et de la trajectoire en chute verticale d'autre part.
On va voir que cette valeur moyenne dissimule des extrêmes très différents. On part de la trajectoire pour déterminer le vecteur vitesse verticale. Sur notre planeur, les données relevées nous donnent 100 mètres de chute par tour. On a trouvé précédemment que l'aile droite décrit un tour de 75 mètres, qui représente ici notre vecteur de vitesse horizontale. Ces deux vecteurs nous permettent de tracer le vecteur du vent relatif. On en déduit graphiquement une incidence assez faible, visuellement entre 5 et 10 degrés. Cette partie de l'aile vole donc convenablement. Sur l'aile gauche qui recule, on place un vecteur vitesse vers l'arrière d'environ 50 mètres par tour. Ce même tracé nous donne une incidence de près de 80 degrés. Une incidence complètement incompatible avec le vol qui occasionne une traînée considérable. L'aile est attaquée par en dessous et par l'arrière, ce qui explique la tendance de l'aileron intérieur à la vrille à se relever comme nous l'avons constaté sur le DR400 un peu plus tôt. Durant la vrille, l'aile droite continue sa course en avant tandis que les parties décrochées restent en arrière sous l'effet de leur traînée. Cette configuration entretient un couple enlacé qui rend la vrille stable, d'où son autre nom, l'autorotation. Ces conditions extrêmes expliquent que la vrille puisse se maintenir sur certains types d'appareils même si le pilote relâche ses actions aux commandes. Facteur aggravant, la gouverne de direction est exposée à un vent relatif qui la pousse naturellement à entretenir la dissymétrie. On comprend bien ici que le problème majeur provient de la dissymétrie, car les changements d'assiette ne suffisent pas à ramener l'aile gauche à une incidence acceptable compte tenu de l'angle aberrant sous lequel l'air s'écoule autour d'elle. La seule solution efficace est donc de redresser l'axe de lacet pour que l'écoulement redevienne identique sur les deux ailes. On en conclut que l'action primordiale pour sortir de vrille est l'annulation de la dissymétrie par une action sur le palonnier opposé à la rotation. Cette action doit être franche et prolongée. La récupération peut prendre un demi-tour à un tour et demi selon les situations. C'est pour ça que la seule action commune à tous les manuels de vol en cas de vrille est l'action sur le palonnier opposé à la rotation. Les actions au manche en tangage et en gauchissement sont par contre assez variables d'un appareil à l'autre. Par exemple sur le cap 10, la profondeur masque la dérive durant la vrille. C'est contre-intuitif mais le manuel indique de mettre le manche en arrière au début de l'action de récupération. Et au final c'est logique, le lacet prime sur le tangage, donc on préfère maximiser la surface de dérive permettant la correction de symétrie. Il existe de nombreux autres paramètres qui peuvent aggraver la vrille ou ralentir la sortie comme l'action manche à l'opposé de la rotation, le braquage des volets, le maintien de la puissance moteur, le centrage arrière. Une fois la rotation stoppée, il faut bien sûr gérer la ressource en douceur pour revenir à l'assiette de palier. On conseille aussi de poursuivre en affichant la configuration assiette puissance de montée pour récupérer rapidement la hauteur perdue. Conclusion, la vrille est un mouvement complexe et fascinant car elle met en jeu nombre de connaissances théoriques sur le pilotage. L'objectif ici était de dégager les points clés de cette trajectoire et pas de banaliser la vrille, ou de laisser penser que c'est facile à expérimenter hors de la présence d'un instructeur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender cette situation de vol. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet car il y a encore pas mal de choses à dire en complément. A bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.